vous parle ou ça vous parle pas pour NPM Init? Non, Marc, avant qu'on commence le cours, faut que tu saches que, enfin, on en a discuté un petit peu, et il y en a trois quarts qui sont un peu largués hein, sur Node. Alors très bien, moi, non mais ça me dérange pas d'expliquer, mais je préfère, Ouais, je préfère que tu sois au courant, quoi. oui, je préfère savoir, parce que si je détaille encore plus, c'est pas un problème, et je répète autant de fois qu'il faut, c'est pas un problème. Non, mais Alors, je veux pas me faire parole pour les autres, hein, s'ils ont besoin oui, de te le dire, ils te le diront, mais je pense que c'est le cas, quoi. bah, Enfin, du moins pour ma part, quoi. c'est pas un problème. Alors, donc NPM, vous savez quand même ce que c'est, tous, ça vous parle, hein. Je vous rappelle juste, NPM, c'est Node Package Manager. Oui, oui. C'est tout simplement un gestionnaire de paquets pour Node. Dit autrement, vous avez besoin d'ajouter telle ou telle extension, vous avez besoin d'ajouter tel ou tel élément, eh bien, c'est ce que vous propose NPM qui permet de les installer, de les désinstaller. Par exemple, si vous avez besoin de savoir juste, d'ailleurs, si NPM est installé, vous faites npm-v, vous voyez que il met bien que je suis en version 6.14. Est-ce que je peux agrandir ça? Non. Ah oui, ça met très bien. Ça agrandit un peu tout, notamment le terminal. Ce sera un peu plus grand pour vous. Ce sera mieux. Donc, hop, on agrandit ça. Donc, voilà, NPM, c'est un système de gestion de paquets. Mais en dehors de permettre d'installer des modules, donc vous pouvez installer n'importe quel type de module. Nous, on va installer Express.js, puisque Express.js est un module Node. Vous pouvez également créer, en fait, on va dire, c'est une sorte de fiche d'identité, on va l'appeler comme ça. En fait, c'est un fichier qui s'appelle package, comme un paquet, hein, pas en anglais, package.json. Et ce paquet, donc package.json, il va permettre de conserver toutes les informations qui seront utiles sur le projet qu'on va réaliser. Alors, ces informations utiles, quelles sont-elles? Principalement, ça va vous permettre, lister le fichier de démarrage, enfin le fichier de base plutôt, et d'autres petites informations, mais surtout de lister tous les modules que vous utilisez dans un projet. Alors, bien entendu, nous, au début, on va être très modeste, mais rapidement, quand vous allez faire un projet un peu complet, vous allez vous rendre compte que vous utilisez pas mal de modules de Node. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que dans votre package.json, ça va vous enregistrer la liste à chaque fois que vous installez un nouveau module, du module que vous installez. Donc, vous aurez cette liste complète. Mais non seulement vous aurez la liste des modules, mais également, pour chacun des modules, la version dans laquelle vous avez installé le module. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins anodin que ça en a l'air au premier abord, parce que ça va vous permettre d'être certain ensuite, si vous avez besoin de déployer ce projet que vous réalisez par exemple sur votre ordinateur sur une autre machine, typiquement sur un serveur en ligne, où vous êtes sûr de déployer avec la même configuration, puisque ce sont les mêmes versions, que celles que vous avez sur votre ordinateur. Donc, c'est une sécurité parce que sinon, imaginez, vous avez un projet qui vous prend un certain temps, quelques mois, pourquoi pas, et puis vous avez donc sur votre machine, vous avez installé les modules peu à peu, donc ils sont dans l'état dans lesquels ils étaient au moment où vous les avez installés. Il y a des mises à jour des modules, pourquoi pas mise à jour majeure, vous déployez ça en ligne, vous installez le tout avec les versions des modules au moment où vous le déployez en ligne. Problème, votre code ne marche plus complètement bien, il y a des petites choses qui arrivent alors que vous vous dites, mais je ne comprends pas, sur mon système local, ça marche très bien. Simplement parce que les versions ont changé. Alors, le moment venu, il sera peut-être utile de mettre à jour et de voir comment corriger les erreurs, mais dans un premier temps, on aimerait garder la même situation. Et c'est là donc où le package.json entre en jeu, c'est-à-dire que pour chaque module, le numéro de version de chaque module sera indiqué. Pour être précis, d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'intérêt de garder les versions des modules, ça vous permet aussi d'économiser du temps de chargement, parce que vous avez peut-être remarqué, si vous avez regardé la taille du dossier Node module, qu'il est vite assez lourd. C'est-à-dire que sur un projet Node, on peut se retrouver avec un projet qui prend 10 mégaoctets, sauf que sur les 10 mégaoctets, il y a en fait 50 kilooctets de fichiers .js que vous avez créés. Puis le reste, ce sont que des modules. Eh bien, quand vous faites un package.json, alors c'est automatisé, hein. On va faire une commande qui s'appelle npm init. Je vais le faire dans un instant, on va le faire ensemble, je vous explique juste avant. Eh bien,
une fois que vous installez chaque module, donc la référence vient s'ajouter dans ce package.json qui est généré automatiquement par le npm init. Et lorsque vous mettez votre site en ligne, vous allez vous faciliter le travail de la façon suivante, c'est-à-dire que vous envoyez vos propres fichiers, je ne parle pas des modules de Node, juste vos propres fichiers en ligne, le package.json, et en ligne, vous aurez juste besoin de faire npm espace install. Alors vous allez me dire, mais installe quoi? Eh bien, install, vous n'avez pas besoin de mettre ce que vous installez. Si vous mettez npm espace install tout court, sans rien de plus, eh bien, le npm va rechercher un package.json dans le dossier où vous vous trouvez, là où vous faites la commande. Vous l'aurez bien sûr mis. Il lira ce dossier package.json. Il lira à l'intérieur de ce fichier, en fait, il y a une entrée qui est dependencies dans le JSON, et il verra la référence de chaque module, les versions, et il retéléchargera le tout. Donc, ça vous gagnera du temps parce que ça veut dire que vous envoyez ça en ligne. En ligne, vous utilisez le terminal de votre hébergement, et ça veut dire depuis l'hébergement, enfin, depuis les différents serveurs où se trouvent les packages, sont chargées les données directement sur l'hébergement sans passer par chez vous. Donc, vous gagnerez du temps. Donc, ce sera assez profitable pour vous. Bon, on revient à la base, mais voilà, je vous donne derrière les intérêts du package.json. Donc, vous tapez npm, il faut pas que je mette dans le chat, c'est pas utile, npm espace init, comme initialisation. Ah, tu m'entends? Oui. Juste une petite question, s'il te plaît. Oui. Justement, je sais que d'après ce qu'on a vu avec Samy, il est préférable de créer déjà un dossier de notre module avant d'installer un nouveau module, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris, puisque là, on est en train de faire npm init. Le npm init n'installe aucun module. Hein. C'est un package.json qui va être à la racine de notre dossier de projet. Ah, d'accord. Ok, très bien. Là, en fait, je suis dans mon dossier là, Express.js. Et d'ailleurs, en fait, non, j'ai pas bien fait les choses. Comme je vais faire plusieurs exemples, il faudrait quand même que je fasse plusieurs sous-dossiers. C'est quand même une meilleure chose. Je vais faire un dossier exemple 1, d'ailleurs, ce sera mieux. C'est juste pour l'organisation chez moi. Je fais un dossier exemple 1. Et donc, je vais aller dans ce dossier exemple 1. Effectivement, ce sera mieux. J'allais faire npm init, ce sera mieux. Donc là, vous voyez, si je mets print win work directory, donc je suis bien dans le dossier exemple 1 de Express.js. Bon, et puis là, c'est le chemin de mes fichiers. Et une fois que j'ai fait ça, je fais donc la npm init. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'installer j'installe pas, ça étant dit, le dossier de notre module à l'avance. Normalement, il est créé automatiquement il va se créer automatiquement lors de l'installation d'un premier module s'il n'y a pas de module existant. Après, ça dépend après le système. Dans certains cas, ça peut être une question de droit, des droits sur les dossiers qui fait que vous pouvez ne pas avoir tous les droits lorsque vous faites la commande, alors que si vous avez créé déjà le dossier à l'avance, vous avez ce qu'il faut. Et notamment, dans les systèmes Unix, ce qui se passe, c'est que vous êtes sûr en fait de l'utilisateur et du groupe du dossier que vous avez créé. Donc, ça peut être intéressant de le faire à la main pour ça. Alors, je ne vais pas du tout faire de saisie pour l'instant. Hein. Vu qu'on vous voyez, il y a la première question qui est posée à l'utilisateur. Donc, quand vous faites un npm init, vous avez cette information qui s'affiche. Alors, la première des deux lignes affichées qui viennent de se créer, enfin, en dehors de là, bon, il y a un petit texte reproductif. Vous voyez ici, là, bon, très bien. Voilà. Les deux éléments importants. Alors, d'une part, ça, en fait, je vais vous l'expliquer. Hein. Enfin, le help init, ça, c'est pour la documentation sur l'init, mais sur lui, le npm install et le package qu'on va installer. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ça, je vous l'ai dit, pardon. Ça, le npm install avec un module serait pour installer un module. Et npm install package, mais on peut ne rien mettre. Eh bien, il va reprendre le package.json qui va se générer. Et ce package.json, donc il vous le dit, sera utilisé pour remettre en place les dépendances, donc tout simplement la liste des modules qui sont indiqués dedans. De toute façon, quand on va avoir installé le premier module, je vous montrerai comment ça se présente le package.json. Ça va être beaucoup plus compréhensible pour vous quand vous aurez vu la structure du document. Et vous voyez ici, donc, comme d'habitude dans le terminal, si vous faites CTRL-C, si vous voulez sortir de ce que vous êtes en train de faire. De toute façon, le package.json, il est généré réellement à la fin du jeu de toutes les questions.
Donc, en tant que vous n'avez pas répondu à toutes les questions, ça reste une chaîne de caractères dans le script de création, mais le fichier n'est pas créé. Donc, le nom du package, il faut savoir que par défaut, si vous ne mettez rien, il vous propose une possibilité qui est celle du nom du dossier. Moi, ça me convient bien, donc je fais juste entrer. Si je voulais autre chose, j'écrirais autre chose, vous voyez. Si je fais entrer avec du vide, eh bien, il prend exemple 1. Pareillement pour le numéro de version, je laisse version 1, ça me va bien. Description, allez, premier exemple. Bon, je vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est un simple texte informatif, ça n'a pas d'effet technique sur le déroulement de votre code. Entry point, c'est le fichier qui est la base de votre projet. Index.js, c'est très bien aussi, mais si vous voulez autre chose, mettez autre chose. De toute manière, ça va générer un fichier JSON. Donc, si vous avez fait une erreur une fois que c'est terminé, il suffit d'ouvrir le fichier JSON et de modifier à la main. La commande de test, je passe ça. Sachez que ça permet de mettre une commande qui est utile pour ce qu'on appelle les tests unitaires. On ne verra pas du tout ça ensemble. Les tests unitaires, pour ceux qui ne voient pas en quoi ça correspond, c'est dit comme ça fait un peu étrange, mais c'est du code que l'on écrit pour tester le code. En fait, ce sont des sortes d'outils qui vont permettre de vérifier que notre code fait ce que l'on souhaite. Ouais, excuse-moi Marc, où est-ce qu'on peut se renseigner justement, enfin, où est-ce qu'on peut voir de la doc là-dessus sur le test unitaire? Oui, comment? Il y a une façon spéciale de procéder ou? En fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de cas, le test unitaire, on ne va pas les écrire à la main. Il y a des outils de test unitaire qui existent. Par exemple, côté front, juste pour vous montrer un nom, parce que c'est j'ai eu raison. Par exemple, vous avez, il se trouve que j'ai encore dans le monde, parce que j'en avais parlé à d'autres personnes. Voilà, Jasmine, c'est un code en JavaScript qui peut être fait test unitaire. Quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de choses? C'est que, en fait, par exemple, voilà, il donne un exemple tout simple sur Wikipédia. On veut tester ce simple code. Eh bien, on se crée des blocs. Ça commence toujours par describe. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, ça va générer un affichage en mettant pour chaque type de test qu'on a mis en place, si le test est passé avec succès ou non. Donc, on donne des noms à ces tests simplement pour le distinguer, pour savoir où aller voir si le test n'a pas fonctionné comme attendu. Et donc, pour Hello World, il y a une fonction qui est exécutée et en fait, on dit, tiens, dans ce test-là, en fait, ça, c'est un ensemble de tests. Et là, il y a le test et on dit, j'attends que quand on exécute, ce soit égal à. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a tout ce code-là? En fait, l'avantage, c'est que vous voyez, to equal, il vérifie qu'il y a une égalité, plutôt que vous alliez écrire une fonction qui va exécuter Hello World, qui vous allez récupérer la valeur de retour, vous allez vérifier que cette valeur de retour est égale avec un égal. Là, en fait, vous voyez, en fait, il y a des méthodes qui ont été écrites dans ce framework qui permettent de gagner du temps en termes d'écriture. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu étrange. C'est du code JavaScript, là, dans notre cas particulier, qui permet de tester du code JavaScript. Le gros intérêt, c'est par exemple, vous avez un code JavaScript et il faut que la valeur, quoi qu'il arrive, soit toujours égale entre 50 et 207. Imaginons. Voilà. Eh bien, vous allez avoir un code, vous allez écrire et vous allez finalement automatiser ce test pour avoir une certitude qu'on a bien des résultats qui vont de 50 à 207. Et en plus, dans ces systèmes de tests, on peut faire un système de couverture, c'est-à-dire en fait savoir à l'arrivée quel est le taux de couverture, c'est-à-dire quelle est la part du code que vous allez tester. Est-ce que j'ai testé 100% du code, 80% du code existant, et ainsi de suite. Et donc, ça fait des rapports, donc ça permet de faire une sorte d'audit du code et savoir où on en est. Dans l'idéal, il faudrait faire toujours une test de son code. Dans la pratique, on en fait quand on peut. Ça dépend après des projets. Sur des gros projets, notamment où il y a beaucoup de personnes qui sont à l'œuvre, très souvent, il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de faire des tests, ou plusieurs. Après, dans les plus petites unités, parfois, les tests ne sont pas présents. En fait, l'idée, c'est que si vous testez bien chaque partie de votre code, quand ensuite vous faites un assemblage de l'ensemble, vous avez plus de certitude que tout fonctionne bien, puisque chaque élément pris indépendamment est de bonne qualité. Pensez à une usine qui fabrique des machines-outils.
ben, elle teste chacun des engrenages, chacun des boulons et ainsi de suite avant de faire l'assemblage du tout. Si chaque engrenage, chaque boulon est de bonne qualité et conforme à ce qu'on attend de telle ou telle pièce, eh bien, on a plus certitude que la machine-outil fonctionne correctement. Bon. Puis on sait que c'est ça. Voilà le principe test unitaire. Bon, après, si vous cherchez, vous faites unit test en anglais ou test unitaire en français. Si vous faites test unitaire Express.js ou unit test Express.js, vous trouverez plein de propositions qui vous expliquent comment faire. Mais c'est intéressant quand on fait des projets importants, juste pour apprendre, vous n'avez pas besoin d'entrée de jeu de savoir faire le test unitaire, bien entendu. Donc, je fais entrer, c'est vide. Alors, la seule chose, c'est qu'il mettra à chaque fois une alerte, donc un warning pour dire je ne comprends pas, il n'y a pas de test unitaire mis en place. On laisse tomber, c'est pas grave. Git repository, vous pouvez mettre la référence au dépôt Git. Vous voyez, là aussi, au moins, c'est référencé là, ça facilite la tâche. Moi, je passe, il n'y a pas de dépôt Git. Des mots-clés, c'est vraiment du purement informatif. Je vais faire test, exemple, voilà, hop, on passe, très bien. Auteur, on peut mettre son nom, voilà, bon, je mets juste marque, ça suffit. Une licence si on a envie, voilà. Et vous voyez à la fin, il vous marque, attendez, je vais déployer un peu ça. Voilà ce que je vais générer comme JSON. Donc, je vous rappelle, je vous avais expliqué pour mémoire ce que c'était qu'un JSON, c'est savoir, c'est un objet JavaScript comme vous avez l'habitude de les écrire, à l'exception près que quand il y a une chaîne de caractères, c'est des guillemets doubles, sont des guillemets forcément, et d'autre part, les noms des propriétés, c'est toujours entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des objets JavaScript ordinaires tels que vous les connaissez. Et ici, vous voyez, voilà ce que ça va faire, que ça va générer, et on vous propose de mettre yes pour confirmer. Ce que je fais yes, et vous allez me dire, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, sauf que regardez, ici, mon package.json a été créé. Je clique sur ce package.json, et ce que il m'avait montré ici en capture, dans le terminal, comme deux contenus qu'il allait générer, le voici généré. À petite autre chose, dans un JSON, vous avez toujours une ligne vierge à la fin. Toujours. Enfin, quand je dis toujours, c'est pour bien respecter l'écriture du fichier JSON tel qu'il doit être. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde là-dessus? Pour l'instant, ça va pas à tout le monde. Voilà, s'il y a des choses, des questions ou autres, vous n'hésitez pas. C'est important que vous puissiez, voilà, s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus. Alors, ce package.json, comme je l'ai dit, il va être utile. Oui. Excuse-moi, Marc. C'est Ibrahima. Ouais, oui. En fait, là, on est juste en train d'initier un projet, c'est ça? Là, oui. On n'a pas encore utilisé. Ce que je vous montre là, c'est valable même si vous faites du .js sans Express. D'accord. Okay. C'est pas, non, bien sûr, c'est pas spécifique à. C'est pas du tout spécifique à Express.js. Okay. Là, ce que je vous dis, c'est vrai partout. Vous avez toujours intérêt à faire. Pour les exemples qu'on va faire ensemble, là, quand vous allez faire des exemples, vous pouvez vous passer de faire un package.json. Mais quand vous ferez un réel projet, vraiment, je vous encourage, faites-le. Vous avez tout à y gagner, à faire un package.json. Vous n'avez vraiment aucun intérêt à laisser ça de côté, quoi. Ok, merci. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer si ça ne parle pas à tout le monde. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant en termes de fonctionnement. Mais on va voir ça dans un instant. Si ça ne parle pas à tout le monde encore, vous allez voir tout de suite comment ça se concrétise. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on peut rentrer vraiment dans le projet Express.js lui-même. Donc, pour ce projet Express.js, qu'allons-nous faire? On va faire tout simplement, donc on est dans le bon projet, je nettoie juste mon terminal. On est dans le bon projet, vous voyez, on a package.json et je fais un npm install express. Alors,
avant de lancer la commande, si on va sur le site d'Express, vous voyez qu'ils mettent npm install express-save. Il faut savoir que c'est absolument pas obligatoire de faire ce genre de choses. Vous pouvez vous passer de, vous pouvez très bien vous en passer du fait d'écrire le -save parce que maintenant il est automatique, c'est-à-dire par défaut, on fait une sauvegarde de cette mention-là. Oui. Excuse-moi, Marc. Moi, en fait, très souvent, je vois npm i tout court. Oui, la on même peut. chose qu'install. C'est un raccourci. Ça Ok, revient au même. ça marche. Marc, Ok. Oui. une petite question peut-être bête, mais Non, il n'y a pas de question. Il ne faut pas hésiter. Oui. moi, mon dossier, mon fichier package.json, le logo, il n'est pas pareil que le tien. Je sais pas si… Ah, alors ça, c'est parce que ça dépend des. Moi, j'ai installé comme extension. J'installe, je ne sais même plus lequel j'utilise. Je dirais beaucoup plus simple. C'est dans les préférences ici. Ça va être thème d'icône fichier. Moi, j'utilise Matalicone thème. Ah, d'accord. C'est lui qui est responsable de la. Vous pouvez changer en fait la présentation des icônes sur les côtés. Alors pourquoi j'utilise Matalicone thème? Il y en a d'autres qui sont bien, mais effectivement, où est-ce qu'il peut être par ici, Matalicone thème? Voilà. L'intérêt d'un thème comme celui-ci, c'est que il y a énormément d'icônes. Il y a vraiment tous les fichiers et par exemple, ça paraît des détails, mais rien que pour le HTML et le CSS, par exemple, il y a des belles icônes, enfin, qu'on voit bien, bon, sauf que c'est tout en haut, HTML. Voilà, on voit tout de suite que c'est du HTML. Lorsque on va faire, par exemple, alors ça vous parle pas ça, on va faire du système de vue, on va utiliser Pug. Pug, il se trouve que Pug, en fait, ça veut dire c'est un carlin en anglais. On a une icône là avec un petit chien, mais tout de suite on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Donc les JSON, ils sont présentés sous cette forme-là. D'accord. Donc, c'est juste… C'est juste voilà. Sauf d'ailleurs, c'est là-dessus. Alors, je dois avoir encore autre chose qui fait que ça transforme. Mais c'est le type d'icône qui fait que ça change. L'important, c'est d'avoir bien le point JSON. Après, les icônes, ça dépend de votre configuration. Très bien. Merci. Désolé pour la… Oh, mais non, il ne faut pas être désolé. Faut pas être désolé, c'est normal. Hein. Il ne peut pas hésiter à toutes les questions qui viennent à l'esprit. Hein. Donc, je reviens ici. Je fais npm install express et je fais entrer. Et la seule chose qui va se passer, c'est qu'il va m'installer express. Alors, vous avez sûrement vu avec Samy la possibilité de faire ce qu'on appelle une installation normale ou globale. Le fameux -G. Il en a parlé. Ouais. Quelle est la règle? Qu'est-ce qui fait qu'on installe donc en global ou qu'on n'installe pas en global? Si on installe en global, vous avez un dossier, alors techniquement, là, qu'on soit sur un Mac ou sur Windows, vous avez un dossier global qui est… alors, par exemple, pour Windows, je pense qu'il va aller se mettre dans le dossier de mémoire. Il se met dans le dossier, il y a un dossier AppData qui est un dossier caché dans Windows. Vous en avez un pour chaque utilisateur et il y en a un global pour l'ensemble des utilisateurs. Forcément, quand c'est global, c'est pour l'ensemble des utilisateurs. Et en revanche, à moins qu'ils se mettent pour chaque utilisateur quand même, mais dans ce dossier AppData qui est le dossier global de traitement. Il faudrait vérifier parce que faudrait juste que je reprenne Windows et je regarde dans Windows où il s'installe. Et dans macOS, si c'est global, il va se mettre je pense qu'il se met dans les librairies ou à la racine du dossier utilisateur. Il faudrait vérifier là aussi, parce que comme le système le fait automatiquement, je ne vais pas trop voir où ça se met. Et si vous ne le faites pas en global comme je viens de le faire, eh bien, vous voyez, de toute façon, vous avez la réponse. Regardez, il s'est mis là. Quelle est la règle? Qu'est-ce qui va vous faire dire? Alors, ce que je vous dis là, c'est pas à écrire sur une pierre en se disant il ne faut jamais déroger à cette règle-là, mais c'est une bonne piste. Qu'est-ce qui fait qu'on le met en global? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le met pas en global? Vous allez mettre quelque chose en global si vous en avez besoin, comme son indique, globalement, et que surtout, le numéro de version par rapport au projet importe peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va le faire à l'inverse pour que vous compreniez bien la chose. Vous faites plusieurs projets avec Express.js. Et ces projets, chacun se déroule peu à peu. Certains, vous les laissez à un moment donné de côté, puis vous les reprenez ensuite. D'autres, vous les travaillez au fur et à mesure. Et surtout, Express.js lui-même, il évolue. Il y a des nouvelles versions qui sortent. Là, vous voyez, on est en 4.17.1. Il faudrait garder l'historique des versions
des versions pour savoir quand est-ce que sont sorties les précédentes. Bon. Or, quand vous faites un projet, alors si c'est des mises à jour mineures, le troisième chiffre, c'est juste de la sécurité, le point 1 par rapport au 4.17 tout court. Là, on peut y aller les yeux fermés, passer de la 4.17 tout court à la 4.17.1 n'a sûrement eu aucun effet technique sur un projet, c'est juste de la sécurité. Le deuxième chiffre, il y a peu de chances que ça offre des changements parce que les versions 4, dans le cas d'Express, ne changent pas beaucoup. En revanche, le jour où on passera à la version 5, là, ça va changer sérieusement les choses. Et d'ailleurs, si on va sur le site d'Express, vous voyez qu'il y a un guide pour passer à la version 5. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, si par exemple, là, vous faites des projets après ce cours, par exemple, pour validation, et que, je ne sais pas, regardez quand est-ce que vous devez sortir la version 5, je pense qu'il devrait annoncer après une date, mais imaginons que la version 5 sorte avant la fin de votre formation. Eh bien, vous faites un projet pour démodélisation avec Express.js, puis pour le projet final, vous réutilisez Express.js. Et en rebelote, vous installez, mais là, cette fois-ci, vous êtes en version 5. Imaginons qu'on soit déjà arrivé. Eh bien, donc, vous allez installer la version 5. Avant, vous disiez, je connais bien la version 4, je n'ai pas envie de voir la nouveauté de la version 5, je garde encore la 4. Quoi qu'il en soit, vous avez bien un numéro de version lié à un projet, et donc vous n'allez pas installer ça globalement. Parce que sinon, vous imposeriez à tous vos projets la même version d'Express.js. Donc là, il n'y a aucune raison d'installer en global. Ce qui veut dire, de manière générale, on n'installe pas des modules en global, sauf cas particulier. Par exemple, sur votre machine, vous utilisez SAS et vous utilisez Node SAS. Ben là, Node SAS, vous allez l'installer en global pour qu'à chaque fois que vous fassiez du SAS, vous en bénéficiez. Vous pouvez réinstaller Node SAS pour chacun des projets pour la partie CSS. Sinon, vous n'en finissez pas. Voilà. Donc, nous, on n'installera jamais en global. Enfin, il y aura un cas, parce que je montrerai un outil qui sert pour le développement, qui est très pratique. Comme ça sert pour le développement, on l'utilise en global. Il n'y a pas de raison d'aller s'amuser à l'installer pour chacun de nos projets. Alors, on va quand même regarder avant d'écrire. On va écrire du JS, rassurez-vous. Mais si on va ouvrir notre fichier ici, on remarque quelque chose d'assez intéressant, qui est, vous voyez ici, dependencies. Je vais agrandir un peu, vous puissiez mieux voir encore, sans mieux, voilà. Et regardez, dependencies, Express, version 4.17.1. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais maintenant, là, vous en avez l'exemple sous les yeux. Vous avez réalisé votre projet. Donc, on va faire très modeste, un petit fichier JS, index.js, et vous avez votre package.json. Et les modules, ce n'est pas vous qui les avez installés. Vous avez lancé la commande d'installation. Mais ce n'est pas vous qui les avez installés. D'ailleurs, dans notre module, il y a bien plus qu'Express.js, il y a toutes les dépendances d'Express.js. Dépendances que vous n'avez pas paramétrées, c'est paramétré de base par ceux qui ont fait Express.js. Et vous devez envoyer votre projet en ligne. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, ça va être très rapide. Et si vous vous dites, mais notre module, c'est un dossier très lourd, peut-être bien, mais vous n'allez pas vous occuper de ce dossier-là. Vous allez juste envoyer le package.json, pas le JSON-lock, hein, enfin le lock.json, pardon. Celui-là, il sert juste... c'est juste pendant la réalisation, mais ce qui compte, c'est le package.json tout court. Vous envoyez en FTP le package.json, donc vous voyez un fichier comme somme toute très modeste. Votre fichier JS, même s'il contient 300 lignes, ça reste très, très petit en termes de taille. Et vous envoyez ces deux seuls fichiers en ligne. Une fois que c'est fait, vous utilisez la console de votre service en ligne. La plupart des hébergements, même la totalité, vous aurez la possibilité d'accéder à un terminal. Dans certains cas, il faut l'activer à la demande. Ce n'est pas activé en permanence pour des raisons de sécurité. Et vous allez dans le bon dossier, là où vous avez mis en FTP vos deux fichiers, et vous faites un npm espace install. Rien de plus, hein, pas une autre chose après. Et qu'est-ce que va faire notre système en ligne? Il va regarder le package.json, il va voir cette dépendance-là, il va dire très bien, OK, j'installe Express dans cette version-là, 4.17.1. Ce qui veut dire à l'inverse, bon, ce sera un peu tordu, mais vous pouvez très bien changer à la main le numéro de la version ici. Bon, sachez-le, voilà. Vous pourriez faire ça. Donc, vous voyez, un des intérêts du fichier ici, il y a une erreur d'affichage là sur l'orange, qui n'a rien à voir. Excuse-moi, Marc. Oui. Et la version 1.0.1, ça, c'est la version de notre application, en fait, notre projet. Oui, mais ça, c'est complètement arbitraire. C'est du pur informatif. Si vous dites, tiens, je suis à une version, je suis encore en train d'élaborer, c'est pas terminé, je peux l'appeler 0.1.0, quoi. Je suis en version alpha. Okay.
Ça, c'est juste pour vous. C'est intéressant parce que si après vous faites différentes évolutions, vous pouvez comme ça, peu à peu, marquer un changement de numéro de version. Bon. On va, finalement, au niveau technique, ce qui est utile, c'est ça, parce que ça indique le fichier de base. Pour les tests, mais là, il n'y en a pas. Non. Et puis, surtout la dépendance. Le reste sont des informations. Ça n'a pas d'effet technique sur le fonctionnement du système. Je sors de ça et je vais créer mon fichier index.js parce que quand même, depuis le temps, il serait quand même temps qu'on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre fichier index.js? Je dis tout de suite, en règle générale, je vais faire de l'ES6. Hein, je vais utiliser du let, du const, tout simplement parce que quand on est en train de faire du Node, eh bien, on est sur un environnement que l'on maîtrise. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Quand vous utilisez Node, alors, moi, qu'est-ce que j'utilise comme Node? Ben, j'utilise Node version 14, par exemple. Eh bien, comment savoir quelle est la version, ce qui est possible de faire? Ben, il suffit d'aller regarder la documentation et de voir qu'en fait, d'ailleurs, en plus, il n'y a même pas besoin d'aller voir forcément sur Node. Par exemple, si je fais un let mdn, vous allez voir que, donc je vais avoir let. Juste l'exemple de let, hein, je ne vais pas les faire passer tous en revue, ce sera un peu long. Mais si vous allez ici, tout en bas, hop, hop, de let, on a le support. Et il se trouve que sur MDN, ils vous mettent les supports mobile et bureau, mais aussi serveur. Node.js, c'est depuis la version 6 qu'on a le let. Donc, ça fait quand même un petit moment. Donc, on peut y aller sans crainte. Et en fait, tout ce que vous avez découvert en ES6, même des choses récentes, vous n'êtes peut-être pas forcément toutes vues. Vous en verrez d'ailleurs quand vous ferez du TypeScript puis l'Angular, vous verrez encore d'autres choses. En JavaScript dit moderne, en fait, tout ça, vous pouvez utiliser sans crainte parce que vous savez où vous mettez les pieds, pour dire les choses de manière imagée. Ce qui n'est pas du tout le cas, je vais répondre à la question, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, sur du code que vous faites en front, où là, vous dépendez du navigateur d'utilisateur. Oui. Excuse-moi, le log.json, quoi tu es là, toi? C'est pas moi, c'est le système qui l'a généré. C'est juste un fichier, en fait, voilà, il refait une copie où il met des éléments en plus, mais c'est le système qui gère ça, on n'a pas besoin. C'est juste un fichier temporaire qui sert au fonctionnement du système. Moi, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Non. C'est parce que je ne sais pas ça dépend peut-être de la situation, mais ça n'a pas d'effet technique. Pour le fonctionnement, là, ce qu'on va faire. D'ailleurs, en fait, il faut savoir une chose. Je vous ai montré ça, c'est très utile, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que là, quand on va lancer dans notre fichier JS qu'on a indiqué, le package.json, si je supprimais, c'est pas à faire, hein, mais si je supprime le package.json, je peux quand même exécuter ce qu'il y aura dans le index.js, ça ne change rien. Hein. Le package. Je vais vous faire une comparaison. Le package.json, c'est la carte d'identité de votre projet. Alors, je sais qu'il arrive dans certains cas, vous prenez dans la rue, on vous demande votre identité. Il n'empêche, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours votre carte d'identité sur vous. Par exemple, vous êtes chez des amis à leur maison de campagne, ils ont un jardin. Si vous allez dans le jardin, même sur votre carte d'identité, vous êtes toujours la même personne. Et vous pouvez toujours faire des choses. Ben là, c'est la même chose. Le index.js, il n'a pas besoin de sa carte d'identité, son package.json pour fonctionner. En revanche, ça permet, par exemple, pour des installations, comme je vous expliquais, de pouvoir mémoriser tout ce qui est installé et pouvoir le redéployer si on le souhaite. Comme je vous l'ai dit, on va faire du JavaScript, je vais le qualifier pompeux, c'est un peu pompeux, de moderne, en tout cas avec des fonctionnalités un peu plus avancées que ce qu'on fait toujours en ligne. Enfin, en ligne, quand vous êtes sur le navigateur. Donc, j'utilise const et je fais un const express et je fais un required express. Alors, vous vous rappelez de ça, mais je vous rappelle quelque chose qui est une fonctionnalité de JavaScript qui existe de manière générale, c'est le require qui permet d'appeler un autre document JavaScript. Et en l'occurrence ici, d'appeler un module de Node. Alors, il y a une particularité pour tous les modules de Node par rapport à des fichiers JavaScript que vous écririez par vous-même. Si vous écrivez un fichier JavaScript à côté, que vous faites un require,
il faudra mettre, par exemple, si le fichier est à côté, vous mettrez un point slash. Bon, décidément, je ne suis pas là, voilà, point slash. Ça veut dire je suis à côté. Ou bien, d'ailleurs, dans le cas de Express.js, je devrais écrire ça. Enfin, bon, c'est un peu ce qu'il a un avantage, c'est que vous pouvez mettre required express tout court. En fait, c'est une simplification. Il va aller chercher dans le dossier de notre module, s'il n'y aurait pas par hasard, Express.js. D'ailleurs, il vous met où est-ce qu'il va chercher les éléments. Oui. Mais vous pouvez écrire au propre module Express, module Node, pardon. Et enfin, vous pouvez faire le même système de gestion de module, ne pas le mettre dans le dossier de notre module, parce que ce n'est pas un véritable module que vous avez publié sur NPM. Et dans ces cas-là, il faudra mettre un chemin, là pour le coup, un chemin relatif complet. Voilà. Là, c'est une simplification. Une fois qu'on a fait ça, alors pourquoi j'ai mis dans une constante? Parce que ici, on fait un recueil des fichiers, on le stocke dans Express, mais le contenu d'Express ne va pas être modifié. Donc, je peux mettre dans une constante. Pareil, je vais exécuter en fait ce que je récupère. Ce que je récupère et que j'exécute, je vais pouvoir le mettre directement dans une constante parce que je ne vais pas modifier non plus le contenu de cette constante. D'accord? Donc, on peut directement mettre ici dans app. Alors, il faut savoir une chose. Si vous mettez dans une variable ici, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Maintenant, moi, je vous conseille de l'appeler app parce que c'est quelque chose qui conventionnellement se fait. Mais si vous ne le mettez pas dans app, c'est pas grave. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Toto. Mais si vous allez voir la documentation, vous verrez d'ailleurs, je peux vous montrer tout de suite, si vous allez dans Express, je vais aller dans Hello World. On ne va pas tout détailler parce que c'est chaud à vous faire. Vous voyez, c'est une constante de mettre voilà, const express et puis de mettre const app. Voilà. Eux, ils le mettent dans un port. Le port, vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. C'est parce qu'on veut l'écrire en le mettant en avant. Je reviendrai sur ces considérations-là qui sont plus des questions d'organisation de code que des nécessités techniques à proprement parler. Alors, je ne vais pas écrire le code dans l'ordre dans lequel il va se trouver. Je vais directement aller à la fin. Il faut absolument qu'il y ait un serveur qui existe. Alors, je vais le détailler peu à peu d'ailleurs, pour aller plus simple. La base d'un serveur, c'est ceci. C'est la méthode listen. Cette méthode listen, de quoi elle a besoin? Elle a besoin, donc, on bénéficie de toutes les méthodes d'Express, forcément, puisqu'on a fait un require express dans Express et qu'on a exécuté ici. Donc, on bénéficie de toutes les méthodes. Première chose, on va indiquer le port sur lequel on veut écouter. Je vous rappelle que dans le web, il y a 2 ports traditionnels qui sont utilisés dans votre navigateur et que vous n'avez pas besoin de mentionner. Quand vous naviguez sur Internet, vous ne mettez pas dans la barre d'URL le port d'écoute du serveur. Parce que quand vous êtes sur un port qui est sans sécurisation particulière, donc sans certificat, vous mettez le port 80. Si vous avez un certificat, vous mettez le port 443. Enfin, vous le mettez. En fait, vous ne le mettez pas. C'est votre navigateur qui s'en charge. Juste une petite en mémoire. Là, je suis, par exemple, vous voyez, il se trouve que Express.js, ils n'ont pas de certificat. Bon, c'est pas gênant pour un site de documentation. Alors, un jour, il faudra qu'ils le fassent parce que les navigateurs sont de moins en moins permissifs là-dessus. Regardez, je vais sur l'onglet Réseau. On rafraîchit. Je prends la version. Alors, je peux filtrer juste dans le document HTML, ça va avoir moins de choses. Et regardez, si je déploie ici, eh bien, on a... où est-ce qu'il nous met le port? Il doit nous mettre le port, normalement, dès que... Bon, là, il nous met que ça n'était pas modifié, que 304. C'est du HTTP. Il nous met peut-être plus. Je ne sais plus s'il le met, en fait. Je dis ça, que j'ai arrivé comme une évidence. De toute façon, c'est pas grave. Sinon, il y a une autre solution, c'est que vous pouvez mettre 2.80, en fait. Non, il ne le met pas, c'est vrai. Mais là, par exemple, si vous mettez 2.80, alors là, bizarrement, il va mettre un... Ah non, pardon, je suis bête, c'est pas ici 2.80, excusez-moi, n'importe quoi. C'est ici, mais excusez-moi, si je mets à la fin de l'URL, ça va marcher. Si vous mettez 2.80, en fait, ça revient au même. En revanche, si je mets 2.443, il va essayer d'aller sur du HTTPS qui n'existe pas. Et donc, il me met... Vous voyez, regardez la réponse qu'il met... La requête HTTP a été envoyée à un port HTTPS. Ça ne va pas marcher. Et même si je mettais
HTTPS, parce que dans certains cas, il y a des redirections. On va aller là. Et là, ah bah tiens, ils ont la version sécurisée, mais ils ne font pas une redirection automatique. C'est amusant, ça. Donc, ils ont leurs deux versions. Donc, vous voyez, là, je suis passé en HTTPS. Vous voyez, il n'y a plus le petit cadenas barré. Parce que j'ai mis HTTPS 2 points et j'ai mis 443 qui est parti aux oubliettes, qui n'est pas lisible. Pourquoi? Parce que, tout simplement, votre navigateur, il vous simplifie la vie. Alors, si l'utilisateur lambda, il fallait lui dire qu'une URL, il fallait mettre 2.80 ou 2.443, c'est casse-pied. Nous, ici, comme on est sur un serveur en localhost, on ne va bien sûr pas utiliser les ports classiques, on va utiliser ce qu'on veut. Conventionnellement, souvent les développeurs, on met 8080 ou 8888 ou 808. Mais si ça vous chante de mettre 7777, faites-le. La seule limite, c'est que vous vous retrouviez avec un port qui est déjà occupé par une autre application. Par exemple, le grand classique, c'est le cas où vous avez un logiciel, par exemple, c'était sur le port 80, il y avait très souvent beaucoup de gens qui essayaient de faire du serveur et qui n'arrivaient pas parce que c'était Skype qui occupait le port 80. Pour, par exemple, le Zoom, je ne sais pas quel port d'écoute ils utilisent. Il faudra regarder leur documentation ou avoir un logiciel qui scanne tous les ports ordinateurs pour vérifier quels sont les ports occupés. Bon, le 80-80, vous êtes assez tranquille. Et pour les plus curieux, sachez que si vous allez sur port... Alors, attendez, je vais masquer ça. Si vous allez sur port logiciel... Hop. Attendez, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est le liste des ports logiciels. Voilà, encore mieux. Voilà la liste des différents ports logiciels qui existent. Avec ceux qui sont habituellement occupés par telle ou telle norme et ceux qui sont inoccupés. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le port 80, voilà, en classique. Si vous faites du FTP, vous êtes ici en port 21 et en SSH et donc en SFTP en port 22. Et ainsi de suite. Voilà. C'est assez intéressant d'aller regarder ça, ça vous fera découvrir des choses sur ce que vous connaissez peut-être déjà sans le savoir parce que vous utilisez certaines des applications. Et vous voyez par exemple que si je vais sur des ports, par exemple le 80-80, voilà, là, ils sont absolument inutilisés, quoi. Et 1024 à 5000, voilà, c'est ce qui est occupé, mais bon, voilà, ceux-là, ils sont pas, c'est pas tout le monde, hein, voilà, pas enregistrement, c'est là, voilà. Et je vois. Voilà, 80-80, il doit mettre qu'il est souvent utilisé par les développeurs, je crois, celui-là. Mais, attendez, je le cherche, voilà. Port alternatif pour HTTP, voir aussi les ports voilà, alternatifs, mais bon, en fait, personne ne l'utilise. Voilà. Ou presque. Et puis, sinon, vous utilisez le 8888, c'est encore plus tranquille. Enfin, en tout cas, si par exemple, votre serveur ne marche pas, il y a toute raison de marcher, demandez-vous si vous n'utilisez pas un port qui est déjà utilisé. Donc, on fait un app.listen et on met dessus le nom du port. Et en fait, après ici, on peut mettre une fonction de callback. Alors, je vais faire une fonction flèche, hein, toujours pareil. L'idée, c'est on se met quelque chose d'assez moderne dans l'écriture. Moi, si vous mettez function, ça c'est pareil. Hein. Et ici, c'est une fonction qui sera exécutée quand le serveur est lancé. En fait, on n'a rien besoin de mettre dans cette fonction parce qu'il n'y a rien besoin d'exécuter si on veut. Moi, je vous propose un petit truc en plus. Pour voir des informations supplémentaires dans le terminal, on peut se faire un const serveur, d'accord? Et on va écrire ensuite, alors d'abord const, je vais l'appeler, pardon, si je clique pas bien, adresse, je vais mettre, attendez, hop là, const, donc je vais l'appeler adresse, avec 2D c'est mieux, hein. Adresse, non, il y en a qu'un seul plus si. Adresse haute. Et donc, c'est serveur. Alors, ça c'est des choses qui ne s'inventent pas. Hein. Mais c'est des petites fonctionnalités qui sont pratiques. On fait ça. Voilà. Adresse. Et je le duplique parce que c'est quasiment la même chose. Alors, c'est intéressant, surtout en ligne, ça. Vous allez vous comprendre ce qui se passe dans un instant, hein, parce que pour l'instant, c'est un petit peu obscur pour tout le monde. Je comprends ça. Et là, ici, on met port. Et en la fin, on peut mettre un petit console log. C'est juste pour informer celui qui lance le serveur. Alors, je fais du littéral de gabarit, c'est plus pratique. L'application est disponible
à l'adresse. Et l'adresse, c'est laquelle? Eh bien, c'est dollar hop et c'est adresse haute. Et je mets hop, espace dollar port écoute. C'est juste histoire de renseigner à l'affichage et vous verrez qu'en fait, c'est moyennement intéressant dans notre situation parce que comme on a le localhost, il ne va pas mettre toutes les informations auxquelles on pourrait s'attendre. En ligne, ça marcherait. Hein. Il mettrait telle adresse et puis tel port. Là, c'est juste un petit quelque chose au passage pour montrer un petit truc qui est pratique. Bon, mais vous pourriez très bien exclure tout le contenu qui est ici. Ça, c'est optionnel. Ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait un serveur qui puisse se lancer. Ça veut dire que si dans mon terminal, je lance un node et le nom du fichier, index.js, mon serveur est actif. Le problème, c'est qu'il ne va rien faire derrière parce qu'il ne gère aucune route. Il ne gère aucune URL. Le terme de route, vous verrez souvent l'utiliser, hein, les différentes routes, les différents chemins à gérer. Donc, on va mettre en place notre premier chemin. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va le résumer sous forme un petit peu textuelle d'abord, avant que je l'écrive le code. On veut par exemple, sur la page d'accueil, envoyer à l'utilisateur, donc envoyer à l'utilisateur un texte. Alors, de base, normalement, si vous voulez envoyer un texte, je vous rappelle, hein, je reviens un petit peu dessus, mais c'est pour faire un petit point avec ce que vous avez vu dans Node. De base, il faut gérer, d'abord bien vérifier quelle est l'URL, ça demande un petit peu de travail, et puis surtout, derrière, vous allez devoir dire j'envoie l'entête, et puis j'envoie le contenu, et je ferme la connexion. Et vous allez voir qu'avec Express, toutes ces choses-là sont automatisées au maximum. Donc, déjà, quel type de requête on fait? Pour la page d'accueil, on fait du get. Donc, on met un app.get. La page d'accueil, c'est quoi? C'est un slash tout court. C'est pour dire là où je me trouve. Slash de base, donc ça veut dire c'est le localhost 2.8080. Là. Et c'est tout. Donc, premier argument de cette méthode, c'est une URL. Donc une chaîne de caractères. Second argument, c'est une méthode, une fonction, pardon, qui est une fonction dite de callback, bien sûr, et qui va gérer au moins deux arguments, enfin plutôt qui va être exécuté avec deux arguments qui sont, alors, conventionnellement, on met rec ou res, vous pourrez mettre aussi request, response, si vous voulez être en français, vous mettez requête et réponse, bien sûr sans les accents. Vous l'appelez Titi et Toto si vous avez envie, sauf que Titi et Toto, ça ne parlera pas beaucoup, alors que rec et res, on sait de quoi on parle. Et je vous remonte sur la documentation, eux, ils mettent rec et res. D'accord? En fait, je refais quasiment sur la documentation, mais je vous explique les choses. De toute façon, il n'y a pas 10 000 manières d'écrire un système de base. Et derrière, on bénéficie donc de rec et res. Dans le cas qui nous intéresse, rec nous est inutile. On ne va rien faire sur la requête. Ne vous dites pas, je vais enlever ici parce qu'il y a un petit problème. Cette fonction, c'est une fonction dite de callback. Donc, ça veut dire qu'elle est exécutée non pas par vous-même, mais par le code d'Express. C'est-à-dire que vous lui fournissez en argument cette fonction qu'il va exécuter. Et quand il exécute la fonction, il lui passe un certain nombre d'arguments. En fait, il n'en passe plus que ça. Mais nous, il n'y a que les deux premiers qui sont utiles. En l'occurrence, il n'y a que le second, mais puisque c'est le second, il faut fournir le premier, même si on n'utilise pas. Si vous mettez que res, en fait, dans res, vous récupérerez la requête et non pas la réponse. Donc, nous, ce qui intéresse, c'est la réponse. Et on va mettre un res, et derrière, on utilise une méthode, qui est la méthode send, même la complétion le met. Et on met un petit message tout simple. Je vais tout de suite exécuter et on va revenir dessus. Donc, je vous remontre comment on exécute. On met node, puisqu'on utilise node, index.js, on lance. Et vous voyez, ils mettent l'application disponible à l'adresse 2.2.8080. Ils ne mettent pas en fait localhost, parce que quand c'est localhost, il ne met rien. Donc, vous voyez l'information que j'ai mise en place ici, elle est moyennement intéressante. Sachez quand même que si vous étiez sur un réel serveur, sur titi.fr par exemple, vous auriez titi.fr adresse 8080. Je vous montre dans le navigateur et après, je réponds à toutes les questions éventuelles et je redétaille ça. Donc, si je fais un localhost 8080, vous voyez, j'ai bien mon message. Bonjour à tous, qui est reçu. Voilà, qui s'affiche dans le navigateur. Je remets tout de suite le code, parce que vous avez vu le résultat, ce n'est pas l'essentiel.
faut mieux voir comment on y arrive. Et je réponds à toutes les questions qui vous traversent l'esprit, tout ce que vous voulez voir. Dites-moi. Ouais, excuse-moi, Marc. En fait, moi, je fais la même chose que vous, mais j'ai pas eu, j'ai pas eu une réponse. L'application est disponible à l'adresse 8080. C'est bien node.index.js pour exécuter. Oui, mais il faut qu'il y ait le console log là-dedans. Si je l'enlève, imaginons que j'enlève tout Ouais. ça. Ouais, il y D'accord? a le console, il y a tout. Voilà, exprès, hein, juste pour Ah dire, non, ça c'est de l'optionnel. S'il y a le app.listen tout court, d'accord? Je relance le node index.js. Ça marche de la même manière. La seule différence, c'est qu'il y a juste un joli petit carré et il n'y a aucune information. Mais si je Oui, le fais, oui. ça marche. D'ailleurs, bonjour à tous, il marche bien. Et bonjour à tous. Voilà. Et je vais mettre bonjour à tout le monde pour que vous voyez bien la différence. Il va falloir que je redémarre mon serveur, bien sûr. Je Oui, en fais fait, je veux sauvegarder. pas. Hop, je relance. Regardez, bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Mais on n'a aucun affichage. Moi, je vous conseille de mettre ce type d'information là-dedans. Pourquoi? Parce que, alors peut-être pas aussi ça, vous pouvez l'écrire à la main, hein, vous pouvez mettre console log, l'application est disponible à l'adresse ou est disponible sur le port 8080 ou le port 267, enfin 267 il doit être pris, hein, ou 57201. Vous pouvez mettre un texte brut, vous n'êtes pas obligé de faire ce système aussi élaboré que celui que je vous propose là. Marc, Mettez une info, ça sera disponible, oui. Alexandre. est-ce que je peux partager mon écran? Parce que moi, quand je tape node index.js, j'ai une erreur de. Oui, oui. Alors attends, comment tu fais déjà pour partager l'écran? Il faut que tu me Alors, la passes seule la chose main, je crois, Ah ouais, Marc. alors le seul truc, c'est que j'ai pas rentré ce matin, comme je suis arrivé, j'ai un petit peu de temps, ça a dépatouillé les choses. Il faut que je récupère, j'ai un code que m'a donné Fabienne, et ce code me permet de... il est où mon avis? Je l'ai réduit là. Il est... attendez, une seconde. Voilà. Ah oui, alors, il me fait ça. Est-ce que me l'a bien mis dans mon mail? Ah oui, voilà. Alors, j'ai ce code et maintenant, il faut que je retrouve l'interface dans Zoom qui me permet, en fait, d'aller... Où est-ce que c'est déjà? Ouais, je sais qu'il devait passer administrateur la dernière fois. Oui, mais je dis que vous Samy. passez administrateur, en fait, le problème, c'est qu'il faut... Si je prends vous allez voir le tutoriel de l'EFOCOP, mais ça ne va pas vous apprendre grand-chose, mais c'est juste pour savoir où est-ce qu'il faut rentrer le truc. Sachant que, comme j'ai l'application Zoom, eux, ils le mettent dans le navigateur. Bon, alors PDF, il met du temps à se charger, comment ça se fait? Devenir animateur, page 7-9. Alors, allez. Prendre l'animation. Ah, d'accord. Alors, bon, il faut que je trouve ça dans l'interface du... alors, où est-ce qu'on trouve ça? En fait, entre l'application et l'interface web, il y a une petite différence de présentation. Ah, à moins que ce soit dans la... Non. Ah, on trouve toujours les choses. Le problème, c'est que... c'est bien. Ouais, la bonne. Voilà, prendre l'imitateur. La clé de l'autre est invalide. Ah, alors comme Fabien est en vacances, ça va D'accord. devenir... Alors là, le problème, une seconde, je vais attends une seconde. Une seconde. Je regarde juste, c'est qu'il n'y ait pas la blague. En fait, dans les copier-coller, parfois, ça copie l'espace. 44. Hein? Non. Alors, c'est tout bête, Marc, mais toi, je vois que ton terminal, c'est Node. Et moi, là, je suis dans mon terminal PowerShell, en fait. Est-ce que ça... C'est une bonne question. C'est vrai que bon, moi, même dans Windows, je te dis le terminal de basique. Ça marche? D'accord, ça signifie quoi? Mais une seconde, alors, une seconde, parce qu'en fait, je regarde quand même une chose. C'est que
une seconde, c'est que je regarde juste une chose, c'est que est-ce que je peux pas directement... Bon. Je regardais si je pouvais directement partager l'écran, mais je vois pas. Parce que la question, c'est que chez beau ne pas être animateur, j'ai réussi fort heureusement à me partager votre écran. Ah, d'accord. Mon écran. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage. En fait, il faut que tu coupes ton partage, je pense. Ouais, ouais.